na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, la fermeture des frontières aériennes sera maintenue jusqu'à la fin du mois de juin. Aucun vol en provenance et à destination du Sénégal jusqu'au 30 juin prochain, selon le ministère des Transports aériens. 41 personnes ont succombé à la Covid-19 au Sénégal. 2 nouveaux décès sont enregistrés au centre QMO de Fann et à l'hôpital Ndamatou de Touba. Le gouverneur de Dakar annonce le renforcement de l'encadrement des inhumations des personnes décédées du coronavirus suite aux événements de Malika et Diamaguène Sicap Mbao. Porter son masque avec désinvolture, les Sénégalais sont-ils lassés des gestes barrières? Un relâchement est noté alors que la circulation du SARS-CoV-2 est toujours active dans la région de Dakar notamment. La capitale regroupe 70% des cas déclarés. Nous ferons le point. Convoyage des enseignants à Saint-Louis, des enseignants laissent éclater leur colère. Motif de leur grogne, 135 parmi eux ont été laissés sur place faute de bus suffisants. Présent à Louga, le ministre de l'Éducation nationale demande aux élèves de se manifester au niveau des inspections académiques pour être pris en charge par le réseau de transport. La colère gronde à Thiès, des retraités n'auraient plus accès aux soins dans les hôpitaux. Selon eux, la faute incombe à la direction de l'IPRES. On vous explique tout dans cette édition. Deux hommes de 65 et 75 ans ont succombé à la Covid-19. Des décès survenus au centre QMO de Fann et à l'hôpital Ndamatou de Touba. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce matin 19 cas graves en réanimation. 100 patients ont été déclarés guéris, plus de 1600 sous traitement. Et puis à la lumière des événements de Malika et Diamaguène Sicap Mbao, le gouverneur de Dakar promet de renforcer l'encadrement de l'inhumation des morts du coronavirus au lendemain des événements de Diamaguène Sicap Mbao où des populations se sont vigoureusement opposées à l'enterrement d'une personne. La Croix-Rouge sénégalaise, pour sa part, exige plus de sécurité pour ses volontaires. Mohamed Samb et Youssou Baro. C'est une violation grave d'un droit fondamental chez l'homme. Refuser l'inhumation à une personne morte de la Covid-19, les faits se sont passés hier à Diamaguène Sicap Mbao. La Croix-Rouge condamne cet acte et exige plus de sécurité pour ses agents. J'exige ça, j'en ai déjà parlé avec le ministre de l'Intérieur qui m'a promis de le faire. Si nous arrivons à laisser les familles elles-mêmes procéder à l'inhumation, ce sera la catastrophe. Parce que les éléments de la Croix-Rouge sont protégés. Ils ont des équipements de protection individuelle et ils ont la formation requise pour mettre en terre. Et si c'est fait par d'autres qui n'ont pas d'expertise, qui n'ont pas d'expérience, ce serait la catastrophe pour le Sénégal. Interrogé sur la question lors d'une campagne de sensibilisation à Yoff, le gouverneur de Dakar prévoit de nouvelles mesures pour mieux encadrer l'enterrement des décès liés à la pandémie. Par respect et par également pratique religieuse, donc une recommandation même de nos religions respectives que nous devons donc décemment mettre sous terre. Déjà, je suis en train d'organiser une rencontre avec les différents acteurs pour qu'on revoie tout cela, qu'on réfléchisse sur le protocole et que ces inhumations-là puissent se faire en toute tranquillité. Rassurant les populations sur son expertise pour l'inhumation des personnes mortes du coronavirus, la Croix-Rouge compte tout de même poursuivre les enterrements si les conditions sont réunies. Les 38 cas qui sont décédés ont été mis en terre par les éléments de la Croix-Rouge sénégalaise en rapport avec le service d'hygiène et les sapeurs-pompiers. Cela se passe par ailleurs dans les autres régions où quand même l'État a commencé à ramener les corps des citoyens sénégalais vivant à l'étranger.
Face à la gravité du refus d'inhumation pour les décédés de la pandémie, la Croix-Rouge sénégalaise a saisi les autorités pour la protection et la sécurité des volontaires de l'organisation, les populations appelées à plus de sérénité. Et selon le médecin-chef régional de Dakar, 70% des cas de Covid-19 au Sénégal sont issus de la capitale. Et la tendance est toujours à la hausse, alerte Ndaï Maguette Ndiaye avec Mohamed Samb et Youssoubaro. Au niveau national, Dakar présente à peu près plus de 70% des chiffres environ. Donc c'est des chiffres qui sont dynamiques. Il faut considérer que Dakar constitue l'épicentre, c'est-à-dire la proportion de cas est beaucoup plus représentative au niveau de la région de Dakar. Et si on prend le département de Dakar aussi, par rapport au département de Rufisque, de Guédiawaye et de Pikine aussi, on voit que Dakar quand même est beaucoup plus, on a beaucoup plus de cas au niveau de la région de Dakar, au niveau du département de Dakar. Et c'est une co-construction. Et c'est ça qu'on est en train de développer avec la tournée que nous faisons au niveau de Dakar. En fait, les mesures sont bien prescrites. Maintenant, ce qui reste, c'est l'application. Et par rapport à l'application aussi, c'est la responsabilité individuelle, mais aussi la responsabilité collective. Et vraiment, on est optimiste par rapport à ça. Au contact permanent avec les populations, les élus locaux sont les autorités publiques les plus exposées. Comment elles se barricadent contre le SARS-CoV-2 et jusqu'où iront-elles pour garder le contact avec le peuple quand la Covid-19 exige la distanciation physique? Élément de réponse avec Pape Faraning et Amadouba. La Covid-19 ne fait pas de distinction entre les personnes. Même les personnalités ne sont pas épargnées par le virus. Les maires des communes parmi les plus exposés ne s'alarment pas sur leur sort. Le coronavirus, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une pandémie qui est démocratique, qui ne fait pas une distinction dans la classification sociale. L'autorité municipale ou bien l'édile ou bien le maire joue un rôle avant-gardiste. Vous l'avez constaté aujourd'hui, nous sommes exposés à l'image de tous les Sénégalais, mais encore mieux exposés parce que nous n'avons pas le droit de reculer ou bien d'ignorer une situation bien précise. Nul n'est à l'abri de ce virus. Ce virus, ce n'est pas une honte. C'est pourquoi il faut vous éloigner de moi. Il faut respecter la distanciation. Ouais. Conscients de leur mission, les édiles prennent toutes leurs précautions pour ne pas choper le virus. Que ce soit dans un contexte de confinement, que ce soit dans un contexte de stigmatisation, que ce soit dans un contexte d'apparition de la pandémie à quelque échelle que ce soit. Nous n'avons pas le droit, en tout cas, de dire que nous ne pouvons rien faire. Nous avons toujours l'obligation d'assistance et c'est cette obligation d'assistance-là qui nous expose. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi qui constitue le charme de la mission ou bien le charme du travail de maire. Raison pour laquelle il déplore la stigmatisation et le comportement de certains Sénégalais. Évitons la stigmatisation. Ça commence vraiment. Moi, ce que je vois quelquefois dans les réseaux sociaux, ça me désole. N'importe qui peut attraper ce virus. Et on ne sait pas où et quand. Donc nous protéger, c'est ce qu'il faut faire. Et le reste, le laisser au mot du Tout-Puissant. Aussi l'engagement d'exposer toute votre vie dans le challenge. Donc nous pensons que c'est un challenge. Il faudra toujours respecter les mesures barrières, mais aussi laisser Dieu faire son travail. Merci Pape Farah. Et les Sénégalais sont-ils lassés justement de ces gestes barrières? Le port du masque par exemple est de plus en plus négligé, voire banalisé. Nos équipes ont fait le constat au marché Chavanel de Pikine. Habib Faye et Modou Diop. À Pikine, la courbe de contamination devient plus qu'inquiétante. Les 4 districts ont enregistré à ce jour 263 cas testés positifs au coronavirus. Le respect des mesures barrières semble être négligé dans les marchés. C'est le cas au marché Chavanel où le port de masque n'est pas une obligation. Nous en avons marre de cette pandémie. Nous ne savons plus quoi faire à cause du Covid-19. Vous voyez, j'ai avec moi mon masque.
mais je ne l'ai pas porté parce que je sors du salon de coiffure. La contraction des activités sociales et économiques dans ce marché de Pikine s'effectue au mépris des règles. Le masque, ça me gêne, il m'étouffe. Des fois, je suis obligé de l'enlever pour respirer sans gêne. Je viens d'enlever mon masque car ça m'étouffe. Plus de rigueur pour respecter les mesures barrières, mais les commerçants se disent être fatigués. Vraiment, nous sollicitons de l'aide. Les commerçants du marché Chavanel sont fatigués. Vous voyez, j'ai toujours par devers moi mon gel hydroalcoolique. C'est un bon moyen de prévention. L'autorité administrative met l'accent sur la sensibilisation. Le combat continue toujours. Donc il faudrait qu'on soit beaucoup plus vigilant. Il faudrait qu'on continue à respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par les autorités sanitaires. Et c'est cela seulement qui nous permettra de lutter rapidement contre le Covid-19. Et pourtant, le port du masque a été devenu il y a à peine un mois non négociable dans les lieux publics. La barre des 200 cas dépassée à Pikine. Aucune sanction pour ceux qui bravent les interdits, à chacun de prendre alors sa responsabilité pour vivre avec le virus, dirait-on. Merci Habib. Venons-en maintenant au convoyage des enseignants entamé hier. Certains parmi eux n'ont pas pu embarquer aujourd'hui à Saint-Louis. 4 bus seulement étaient disponibles selon eux. 135 enseignants ont été abandonnés au point de départ. Écoutons l'un d'entre eux, Ansoumana Diatta. Il est très en colère. Donc les collègues qui ont été convoqués pour prendre départ aujourd'hui, aller à Kess, Dakar, Louga et Linguère, n'ont pas pu prendre départ simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de moyens de transport. Un manque d'organisation, un fiasco dans le convoyage des collègues. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous avons dit que nous sommes des fonctionnaires. Quand l'État a besoin de nous, notre rôle, c'est d'aller répondre. Mais quand on n'a pas les possibilités aujourd'hui, du fait de l'état d'urgence, du fait du couvre-feu, les collègues ne peuvent pas se déplacer. L'État se doit aujourd'hui de les convoyer dans des conditions quand même acceptables. Mais nous ne pouvons pas trouver des camarades qui offrent un décor de clandestin aujourd'hui, du simple fait de la responsabilité de l'État du Sénégal qui n'a pas su aujourd'hui convoyer ses enseignants conformément à ce qui a été convenu. Le convoyage des élèves. Maintenant, le ministre de l'Éducation nationale invite les élèves qui étaient rentrés chez eux durant la période à se signaler au niveau des académies dans les localités où ils se trouvent présentement, ce pour qu'ils être pris en charge par le réseau de transport. Mamadou Talar avec notre équipe à Louga. Mais là où nous avions des difficultés, cette question nous l'avons intégrée depuis pratiquement la semaine dernière. C'est au niveau de nos élèves. Il est évident qu'il y a des élèves qui ne sont pas là où ils devaient être en réalité. Ils sont dans une autre ville. Mais comment avoir contact avec ces élèves? Nous avons instruit au niveau de nos IA pour que l'ensemble des élèves qui sont actuellement dans une académie donnée, même s'ils n'étudient pas dans cette académie, que ce jeune vienne se manifester pour dire je suis élève, je suis actuellement à Louga, je suis élève, mais je suis élève de Dakar, ou je suis élève de Mbirkilan. Une fois qu'il se manifeste, le réseau donc de transport prend en compte ces élèves et les ramène. Ce n'est pas seulement un vœu, dès le premier jour d'ailleurs, nous avons ramené beaucoup d'élèves. Donc ça veut dire que rien n'est fermé, rien n'est figé. Partout où il y a un élève, il doit se manifester au niveau des IR ou bien au niveau des IA pour que ceux-là puissent les intégrer dans le fichier, pour qu'en fait l'écart qui sont en train de ramasser les gens puissent prendre en compte ces élèves et les déplacer là où ils doivent aller. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la fermeture des frontières aériennes qui sera maintenue jusqu'à la fin du mois de juin. Pour plus de précision, nous sommes avec le directeur des transports aériens, M. Hassimou Dia. Bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les motivations de cette prolongation de fermeture de frontières? Je vous remercie. Vous savez que, en fait,
la maladie contre laquelle nous luttons est une maladie extrêmement contagieuse. L'avion est un moyen extrêmement rapide pour déplacer des individus d'un point à un autre. Et le gouvernement du Sénégal a estimé que pour permettre d'avoir une meilleure maîtrise en fait de cette pandémie, il fallait continuer à fermer les frontières encore. Il y a eu donc une prolongation jusqu'à la fin du mois de juin, ce qui permettrait d'une part de se donner des chances d'une meilleure maîtrise en fait donc de cette pandémie, mais d'autre part ce qui permettrait une meilleure préparation à la réouverture prochaine. Qu'en est-il par ailleurs de la reprise de l'activité maintenant à l'aéroport Blaise Diagne? Disons, à l'aéroport Blaise Diagne, l'activité n'a jamais réellement totalement cessé. Vous savez, il y a les vols cargo qui continuent toujours, il y a les évacuations sanitaires qui se font, il y a des vols spéciaux de rapatriement qui se font également. Donc, l'activité n'a jamais cessé. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va aller vers une reprise totale de l'activité. Enfin, cette reprise sera graduelle, mais en tout cas des vols commerciaux. Et tous les secteurs, aussi bien au niveau de l'aéroport, des compagnies, des autres acteurs que du ministère, tout le secteur est en train de se préparer pour que les meilleures mesures soient prises afin qu'en cas de reprise, il y ait une meilleure protection des passagers qui transiteront par cet aéroport. Merci beaucoup, M. Hassimoudia, directeur des transports aériens. À Louga, une opération de désinfection des établissements scolaires a été entamée par le service d'hygiène. Les autorités départementales mettent les bouchées doubles en vue de la reprise des cours le 2 juin. Voyons tout cela avec Tiernoufal. Cette opération de désinfection des établissements scolaires lancée dans le département de Louga fait partie des dispositions prises par les autorités pour que la reprise des enseignements soit effective à Louga. Elle va permettre aux élèves et enseignants de regagner les salles de classe en toute sécurité. Donc on a établi aussi un dispositif d'accueil, de réception des élèves et que nous espérons que donc les cours vont se passer dans d'excellentes conditions. Donc toutes les mesures ont été prises pour que donc les cours se déroulent dans d'excellentes conditions. Les autorités académiques nous ont promis de nous donner donc les kits d'hygiène, les lavages de mains, etc. Donc à partir de demain. Le conseil départemental s'est engagé à désinfecter tous les lycées et collèges du département avant le 2 juin. Le président de la République a donné des instructions fermes pour que les conseils départementaux puissent accompagner les collectivités locales. C'est pourquoi le conseil départemental ne ménagera aucun effort pour que d'ici le 2, tout soit prêt pour que les élèves puissent venir apprendre et terminer l'année en beauté. Le lancement a eu lieu en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Mbédiène qui a profité de l'occasion pour demander à tous les acteurs d'œuvrer pour la réussite de la reprise des cours. Tous les acteurs en tout cas doivent venir se donner la main pour que ce que nous voulons le 2 puisse être effectif. Et ça, nous ne pouvons pas le réussir sans le concours également de l'ensemble des acteurs. Que ce soit le corps médical, que ce soit la presse, que ce soit le corps enseignant, que ce soit les Badjenougo. L'opération de désinfection a été lancée dans l'arrondissement de Mbédiène et va se poursuivre dans tous les lycées et collèges du département de Louga. Et puis à Thiès, les autorités académiques assurent la continuité pédagogique pour les élèves non-voyants de l'INEFJA. Les enfants déficients visuels pourront eux aussi continuer l'apprentissage à la maison. Des mesures spécifiques sont prises pour les élèves non-voyants, candidats notamment aux examens. Cher Anta Diop, c'est la tire. Dialogue entre professeurs et élèves non-voyants de l'INEFJA, le confinement de ces handicapés visuels a poussé les enseignants et autorités de cet établissement scolaire à trouver un nouveau concept braille à la maison. Je suis venue amener des devoirs, des exercices pour nos élèves déficients visuels, écrits en braille, fait à la maison. Maintenant, on va remettre aux enfants déficients visuels chez eux pour faire ça durant toute la semaine. Et après une semaine, je reviens pour reprendre les exercices, corriger et lui donner d'autres exercices.
c'est toujours dans le cadre de braille à la maison. C'est pour permettre à l'enfant déficient visuel de pouvoir continuer les apprentissages à la maison tout en restant confiné. Revenons sur les dispositions sanitaires à prendre. Le responsable du projet SS INEFJA souligne que des lave-mains automatiques seront installés à l'entrée de l'école comme devant les salles de classe pour faire face au Covid-19. Les partenaires nous ont aidés dans le cadre du projet pour essayer de mettre en place des dispositifs de lavage de mains. Sous la houlette de ce formateur, Cheikh Ka rassure les parents d'élèves, indiquant que des activités d'orientation des élèves sur la manifestation, le mode de transmission de la pathologie et les mesures de prévention sont déjà menées. À Dakar, tous les voyants sont au vert pour une bonne reprise de l'école, selon l'inspectrice d'académie, l'IA, qui a d'ailleurs reçu l'appui sanitaire de la mairie de Dakar. Khadijatou Diallo est interrogée par Pape Faranig et Youssou Baro. Nous avons fait l'état des lieux hier, des préparatifs. Et effectivement, il y a un mois, les établissements ont été désinfectés et cela peut durer pendant 6 mois. À partir d'aujourd'hui, tout le matériel sera mis à disposition. Nous avons déjà reçu la dotation du ministère de l'Éducation nationale avec la dotation de l'UNICEF également. Et aujourd'hui, vous voyez là, nous avons vraiment une forte dotation de la ville de Dakar, ce qui nous permettra à partir d'aujourd'hui de mettre tout ce matériel-là à la disposition des établissements pour accueillir les élèves, les enseignants et le personnel administratif dans les conditions normales. Ce sont des masques lavables. On va distribuer 3 masques parce que n'oublions pas que c'est jusqu'au mois de juillet donc que nous saurons, les examens se feront en début d'août. C'est le baccalauréat qui continue un peu. Donc ce qui veut dire que ces 3 masques-là, c'est pour la durée. Intéressons-nous maintenant à ce phénomène qu'est le webinaire. De la même manière que le télétravail, le webinaire a aussi émergé durant la crise due au coronavirus. La conférence interactive en ligne a remplacé les séminaires et colloques en présentiel. La pratique pourrait même perdurer post-Covid car les avantages sont nombreux. Le webinaire, un effet désirable de la Covid-19, c'est un sujet de Alassane Ba et Youssou Baro. Parce que, en fait, les méthodes de travail peuvent bien être revues. Une situation qui s'est imposée à tout le monde. États, institutions, organisations ont changé leur manière de faire et l'efficacité y est. On se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, on peut être pourtant efficace au travail tout en limitant les sorties, les déplacements, etc., qui en réalité coûtent très cher. Et je pense que d'ailleurs aujourd'hui, aussi bien nos administrations que les autres institutions, que ce soit du privé ou les ONG, auront beaucoup de underspend, c'est-à-dire que beaucoup de dépenses qui étaient prévues qu'ils ne vont pas faire. Permettez-moi de préciser que nous sommes des militants altermondialistes. Depuis 1996, lors du lancement du consensus de Washington, le mouvement altermondialiste n'a jamais cessé de dire qu'un autre monde est possible. Nous pensions à ce monde de quiétude, de paix, de retenue, à ce monde de consommation bien limité, bien organisé et qui évite donc la pollution tout azimut. Une question pertinente qu'on doit poser aux décideurs du monde. Qui doivent accepter de comprendre qu'en fait, l'efficacité du travail n'est pas forcément liée à l'utilisation abusive de bureaux, de technologies, de séminaires, de symposiums regroupant des milliers de personnes. Ces méthodes doivent être prises en compte dans les programmations futures, donner plus d'importance à l'économie des ressources. Et c'est même reposant, tu vois, parce que les voyages aussi c'est compliqué, c'est très fatigant pour la santé et autres, etc. Les tracasseries qu'il y a aujourd'hui dans les aéroports, etc. Beaucoup de risques. Donc tout ceci peut être géré et mitigé donc par des décisions fortes. Et nous pensons que après cette pandémie, dans la planification budgétaire, dans l'organisation de nos services et autres, on va en tenir compte pour réduire le maximum de certains voyages et donc mobiliser plus de ressources sur des impacts directs. Je crois que oui. Ce qui nous arrive a quelque chose de positif et de bon. C'est que ça devrait nous faire réfléchir désormais sur une alternative durable d'un autre monde possible
qui va être un monde où l'accent de développement va être mis sur la santé. Toutes les activités, conférences, séminaires, forums se tiennent présentement à travers des webinaires. Quelques exemples de rendez-vous à travers ces annonces. Merci Alassane, c'est aussi ça, le nouveau monde. Et puis selon le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi, près de 1000 chauffeurs de taxi sont toujours bloqués à l'intérieur du pays. Dans ce sens, ils sollicitent l'indulgence des autorités étatiques. Modou Ndiaye et leur porte-parole interrogé par Alassane Ba. Le président Macky Sall dafa waxoon ne ci premier mai ci discours am dafa waxoon ne. Nous tenons juste à rappeler au ministre de l'Intérieur et celui des Transports le discours du chef de l'État du 1er mai. Et quand le président parle, ce qui suit, c'est tout juste l'exécution. Près de 1000 taxis sont bloqués dans les régions à cause de l'état d'urgence. Nous souhaitons que les autorités règlent cette situation le plus rapidement possible. Autre chose également, nous voulons la reprise du transport interurbain pour les bus et les Ndiagandiaye. Mais qu'il y ait également un encadrement, pas de surcharge ni de Versailles. Vous avez vu, les chauffeurs respectent les mesures édictées par les autorités et vous n'avez pas encore entendu parler de chauffeurs atteints de la Covid-19. Il faut vraiment qu'on nous aide. Nous sommes très fatigués et trop c'est trop. Trop c'est trop. La colère gronde à Thiès, sit-in des retraités. Ils sont très remontés contre le directeur de l'IPRES. Ils accusent l'institution de n'avoir pas respecté ses engagements, raison pour laquelle l'accès aux soins leur est refusé dans les hôpitaux depuis quelques mois. Amadou Konyandiaï est interrogé par notre équipe à Thiès. Pour maintenant dans les hôpitaux. Et le seul motif qu'il y a, c'est que l'IPRES ne paye plus aux hôpitaux. Nous sommes partis avec nos lettres de garantie. À l'hôpital régional, on nous a refoulés. Nous sommes partis à l'hôpital Saint-Jean, 10e, et on nous a dit la même chose. Le PCA a fait une sortie comme quoi il a payé les hôpitaux. Et les hôpitaux disent qu'ils n'ont rien reçu. Depuis lors, tous les retraités sont refoulés. Nous avons maintenant nos problèmes. Nous sommes là, nous n'avons plus, on ne se soigne plus, nos familles ne se soignent plus, et on nous a laissés pour compte. Ils nous ont dit que le social ne fait pas partie de l'IPRES. Pourquoi? Parce que l'IPRES ne fait que payer les pensions. Mais le social ne fait pas partie. Mais pourquoi? Le social ne fait pas partie. Ils ont construit des hôpitaux un peu partout. En Casamance, à Fatick, à Thiès, partout. Ici, notre hôpital peut coûter au moins 150 millions à 200 millions. Vous savez que la pension de l'IPRES, c'est dérisoire. C'est vraiment dérisoire. Si vraiment on nous oblige maintenant à aller dans les cliniques avec nos familles, nous n'avons pas les moyens. Voilà notre problème actuellement. Mais le PSA ne fait rien. Quand il avait un bras de fer avec le directeur, l'ancien directeur Mbeng, nous regrettons d'avoir été de son côté. Parce que Simbeng avait prédit tout cela. Voilà, maintenant les retraités sont laissés pour compte. Les retraités sont laissés pour compte. Et lorsque Yancy était là, on n'avait pas ce problème-là. C'est un carnage qui se déroule à Dar es Salaam, Pakao. Des trafiquants de bois pillent la forêt. À Dar es Salaam, c'est dans le sud. Des camions chargés de troncs d'arbres coupés dans les forêts sénégalaises sont acheminés clandestinement vers la Gambie. Les jeunes de Dar es Salaam déclenchent le tocsin. Bakary Konté et Khalid Diabé. La coupe abusive de bois inquiète les populations du village de Dar es Salaam Pakao dans la commune de Sakar. Chaque jour, des trafiquants pillent leur forêt et transportent le bois vers la Gambie. Une situation que déplore l'amicale des élèves et étudiants de la localité. Puisque nous avons pris conscience de la gravité de l'affaire, nous, l'amicale, nous allons prendre désormais notre destin en main. Nous allons engager cette bataille même au prix de nos vies. Nous sommes prêts à mourir. Nous sommes prêts à mourir pour sauver notre forêt, parce que c'est notre patrimoine, parce que c'est notre bien commun. Nous exigeons à ce que l'État prenne l'engagement, que l'État maintenant nous vienne en aide, parce que nous ne pouvons plus accepter une telle destruction. Ça fait maintenant presque une décennie que la forêt de Dar es Salaam est en train d'être menacée, est en train d'être agressée. Ces populations très en colère demandent aux autorités de mettre fin à ce trafic de bois. En tout cas, nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour que notre forêt soit mise dans une bonne condition.
Parce que comment se fait-il qu'une population qui vit dans une forêt et qui vraiment ne bénéficie pas les intérêts de l'utilité de cette forêt-là, donc ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Donc il faut que l'État intervienne, que l'État n'attende pas jusqu'à la dernière minute pour intervenir. Ces jeunes d'Ipakao ont installé des comités de vigilance dans tous les villages de la commune de Sakar afin de dénoncer ces coupeurs de bois. Et puis fenêtre sur le monde, l'actualité internationale avec l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo autorisé à quitter la Belgique sous condition. La CPI annonce ce jeudi que tout pays dans lequel Laurent Gbagbo souhaitera se rendre doit notamment accepter au préalable de le recevoir sur son territoire. La demande de mise en liberté sous condition de Laurent Gbagbo a été rejetée pour rappel. Laurent Gbagbo est assigné à résidence depuis son acquittement en janvier 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité. L'actualité internationale toujours, les appels à ce que la justice soit faite après la mort de George Floyd se multiplient aux États-Unis. De violents heurts ont éclaté, ont opposé manifestants aux policiers. En France, la réouverture des écoles et collèges est prévue pour le 2 juin dans tous les départements classés verts à l'exception de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane. C'est ce qui ressort de l'acte 2 du déconfinement annoncé tout à l'heure par le Premier ministre Édouard Philippe. Ibrahim Khan. Aux États-Unis, des heurts ont opposé dans la nuit de mercredi à jeudi à Minneapolis la police à des manifestants qui protestaient pour la 2e soirée consécutive contre la mort d'un Noir après son arrestation violente et un homme a été tué par balle en marge des affrontements et pillages. Dans tout le pays, les appels à ce que la justice soit faite se multiplient. La famille de George Floyd, tué par balle, a demandé hier l'inculpation des policiers impliqués. Ces derniers, au nombre de 4, ont été limogés depuis mardi, mais laissés en liberté alors qu'une enquête a été ouverte. Le président Donald Trump, dans son compte Twitter, révèle avoir demandé à la police fédérale, le FBI, et au ministère de la Justice de faire la lumière sur cette disparition triste et tragique de George Floyd. En France, l'acte 2 du déconfinement est lancé ce jeudi par le gouvernement français sous la houlette de son Premier ministre Édouard Philippe. Un acte 2 qui ouvre la voie à des assouplissements à partir du 2 juin. Entre autres mesures, la fin de la limite de déplacement de 100 km à partir de mardi prochain, la réouverture des lycées dans tous les départements classés verts, c'est-à-dire sur tout le territoire, à l'exception de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane. Même si toutes les écoles et collèges seront ouverts en juin, il n'y aura pas cette année d'épreuve orale de bac français pour les lycéens de première. À noter également la réouverture des cafés et restaurants le 2 juin en zone verte avec certaines restrictions de distanciation sociale. En Île-de-France et à Mayotte, classées dans la zone orange, seules les terrasses seront autorisées à rouvrir. Les parcs et jardins devraient également rouvrir la semaine prochaine, mais avec des restrictions dans les zones de vigilance orange. Merci vraiment. Et puis en sport, Génération Foot réplique à la Fédération sénégalaise de football. L'Académie de Denis Biramdao révèle que l'appui de l'instance fédérale ne dépasse pas les 2/3 des 234 millions de francs CFA dépensés lors de la campagne africaine. Et pour le club cher au président de Madi Touré, le tiers de la somme allouée par la Fédération sénégalaise de football est une exigence de la CAF. Génération Foot dit attendre par ailleurs ses primes de champion au montant de 50 millions de francs CFA depuis 3 saisons. On voit tout cela avec Cher Sadi Boudjara. Génération Foot ne démord pas dans sa bataille pour un meilleur soutien financier au club par la Fédération sénégalaise de football. Suite aux précisions de l'instance fédérale qui refuse que Madi Touré, président de l'Académie de Denis Biramdao, minimise ses efforts pour les clubs. Génération Foot apporte la réplique. L'équipe championne en titre du Sénégal ne nie pas les efforts mais démontre qu'ils ne représentent rien par rapport à leurs dépenses. Sur les 234 millions de francs CFA dépensés pour les campagnes africaines les 2 dernières saisons, l'appui de la Fédération sénégalaise de football est à hauteur de 84 millions de francs CFA. Et Génération Foot de préciser, 27 de ces 84 millions ne sont ni un appui, ni une prise en charge fédérale, mais plutôt une exigence de la Confédération africaine de football en ce qui concerne les frais de voyage, les frais d'hébergement et l'indemnité des arbitres. L'Académie de Denis Biramdao révèle avoir dépensé au total 180 millions de francs CFA de ses propres finances. Le tout en restant ces 3 dernières saisons sans percevoir les 50 millions que lui doit la Fédération sénégalaise de football pour les primes de ses 2 titres de champion et une place de vice-champion.
Pour Génération Foot, l'essentiel est de reconnaître les forces et faiblesses du football sénégalais et de travailler pour se hisser au plus haut niveau. Merci Cheikh. Et puis nous vous en parlions hier, le bureau fédéral de la Fédération sénégalaise de basket a finalement décidé d'annuler la saison 2019-2020. Une décision logique selon Mamadou Pathé Keïta, président de Guédiawaye Basket Academy, pensionnaire de la 2e division, qui espère tout de même que la fédération va sauver les investissements. Vu la tournure des événements, de toute façon, le championnat avait tout juste débuté. Il y avait 5 ou 6 matchs avant l'arrêt. La 2e division n'avait pas débuté, donc on ne sait pas quand est-ce que cette pandémie va totalement disparaître. Donc c'est sûr que ça aurait été très difficile de prévoir autre chose. Maintenant, c'est une décision du bureau fédéral qui peut-être va être entérinée par le comité directeur ou peut-être, surtout du point de vue des mesures d'accompagnement, il y aura quand même quelques modifications. Parce que là aussi, au niveau des mesures d'accompagnement, je pense qu'ils peuvent bien entendu l'améliorer pour au moins ne pas léser certains clubs qui ont eu à beaucoup investir quand même. On attend des améliorations, surtout par rapport aux protections, à la situation administrative des joueurs pour la saison 2020-2021. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.